Merci de votre accueil. Une remarque pour commencer qui est importante. Si l'on s'intéresse à l'histoire des sciences, il ne faut surtout pas regarder ce que faisaient les savants du passé avec nos connaissances d'aujourd'hui. Cela nous ferait croire qu'ils étaient tous stupides. Ce qu'il faut au contraire, c'est se mettre dans le paysage dans lequel leurs visions ont émergé. Et là, on découvre des traits de la pensée qui éclairent ce qui se passe aujourd'hui. Alors, en matière d'infini, il y a une longue succession d'oppositions et de débats. Nous allons évoquer quelques-unes de ces controverses sans chercher une conclusion philosophique, mais simplement des coups de projecteur sur certains aspects et certaines époques. La question de la finitude du monde fut un tournant en astronomie. Pour les Grecs, comme vous savez, et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'univers était fini. Il était borné par la sphère des Fixes, où sont les étoiles, et qui était habité par des divinités repérées par les constellations. Les avis divergeaient sur ces dimensions. Archimède, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, pour montrer son habileté à manier les grands nombres, calcule dans l'arénaire le nombre de grains de sable qu'il y aurait dans une sphère de rayons la distance de la Terre au Soleil. Quant au mouvement des corps célestes au sein de cet univers fini, il était assez bien décrit depuis Apollonius, Hipparque et Ptolémée par le système des cycles et des épicycles, les planètes et le Soleil tournant sur des cercles dont les centres tournaient eux-mêmes autour de la Terre. Le système héliocentrique de Copernic, qui avait déjà été proposé par Aristarque de Samos au IIIe siècle avant Jésus-Christ, était encore pensé comme fini. Ce n'est qu'avec Galilée, Kepler et Newton que l'univers devient infini et qu'on identifie vraiment l'univers et l'espace de la géométrie d'Euclide. Une des difficultés de Galilée à faire valoir son point de vue, pas la seule, tient aussi au fait que les gens pensaient le monde fini et que donc le déplacement de la Terre autour du Soleil dans ce système aurait dû entraîner une parallaxe sur les étoiles fixes qu'on n'observait pas. Mais Galilée était convaincu du système héliocentrique parce qu'il avait vu les satellites de Jupiter dans sa lunette, qui constituait un système de Copernic en modèle réduit. Déjà la notion de modèle qui aura un grand rôle dans la science. Ce que montrent la vie et les combats de Galilée, c'est que la science progresse aussi grâce à des interprétations. Il faut penser qu'à cette époque, la description des astres et des planètes était purement cinématique. La dynamique et les forces sont des concepts qui interviennent beaucoup plus tard. Et dès lors que la description est cinématique, le repère dans lequel on l'a fait n'a pas d'importance. On peut décrire les choses et les mouvements par rapport au temps, aussi bien en se plaçant sur le Soleil, sur la Terre ou même sur la Lune. Il n'y a pas de repère privilégié. Aussi bien lorsque Galilée est en procès avec en face de lui comme accusateur notamment le cardinal Bellarmine, quelle est la situation de la connaissance? Eh bien, les choses les plus précises sont données par le système de Ptolémée avec les cycles et les épicycles et un très grand astronome, Tycho Brahe, qui sera le maître de Kepler.
faisait des calculs extrêmement précis avec cette technique qu'on peut en même temps améliorer en considérant que telle planète, vous savez que les planètes extérieures, c'est-à-dire qui sont plus loin du Soleil que la Terre, ont un mouvement compliqué puisqu'elles semblent rebrousser chemin puis repartir à cause du mouvement relatif de la Terre et de la planète. Et ceci pouvait être décrit par des cycles et des épicycles, la planète tournant sur un cercle dont le centre tournait lui-même sur un cercle dont le centre tournait autour de la Terre, etc. Et donc, la connaissance la plus précise n'était pas du tout la connaissance qui était donnée par le système héliocentrique de Copernic. Alors, l'Église considérait dans cette situation que la position de Galilée était une interprétation. Et elle avait raison. Et à partir du moment où l'Église considérait que les hommes avaient le droit de décrire le monde, mais que les interprétations du monde, c'était son domaine réservé à elle, évidemment, Galilée était en très mauvaise posture. Parce qu'au fond, sa position, véritablement, ça n'était que du ressenti. C'était moins précis qu'avant et il avait vu des choses qui ressemblaient quand on regardait Jupiter. Voilà la véritable cause, raison profonde de sa conviction. Et pourtant, c'est bien sa thèse à lui qui a prévalu par la suite. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue scientifique, c'est qu'on voit que l'idée que la science, c'est toujours le côté le plus précis, le plus exact à l'instant présent qui domine, non, c'est une fausse idée. La science, elle est largement faite par des interprétations, des compréhensions qui parfois au début sont un peu gauches et maladroites et qui ensuite sont porteuses, nous en verrons plein d'exemples, qui sont porteuses d'une pensée beaucoup plus profonde. Alors il est un autre domaine où cette fois, au contraire, l'infini fut présent dans la pensée bien avant que des réticences n'apparaissent. C'est le cas des mathématiques. Depuis les Éléates, depuis Archimède, avec sa splendide méthode du calcul de l'air de la section de parabole, les mathématiciens utilisaient des procédés jusqu'à l'infini. Archimède, par exemple, n'est pas capable de calculer pi exactement, mais il démontre explicitement que si un epsilon est donné, on peut trouver un polygone régulier inscrit dans un cercle et un polygone ex-inscrit dont les périmètres diffèrent de moins d'epsilon. Pourtant, au XIXe siècle, certains ont réclamé que les nombres entiers finis soient la seule base de toutes les mathématiques. Ce fut le cas de Kronecker. Sa critique fut d'ailleurs jugée confuse et dogmatique par le grand mathématicien David Hilbert. Donc, pour ou contre l'infini, nous allons donner d'un côté ou de l'autre, suivant les phases historiques, des aperçus des différentes disputes. En premier lieu, les idéalités considérées comme bienveillantes. Ce que vous voyez, c'est l'ange de la cathédrale de Reims. Il est souriant, non pas pour se moquer, mais pour signifier la joie accueillante au royaume de Dieu. Il tenait dans sa main une palme qui a disparu. Chez les Grecs, les dieux se préoccupent plus de leurs propres affaires
que de celle des mortels. Yahweh chez les Juifs est sévère. En Orient, il y a une dualité entre les forces, le yin et le yang. L'idée de providence est que le monde conduit par Dieu ou les dieux suit un projet pour les hommes, pour leur bien et celui du monde. Cette idée apparaît, semble-t-il, chez les stoïciens en premier lieu, mais elle est surtout chrétienne, non seulement pour l'avenir d'un peuple particulier, mais pour tous les hommes. Et cette idée sera le point d'appui de la naissance de l'idée de progrès. Beaucoup de philosophies orientales, le bouddhisme en particulier, sont fondées sur la recherche d'un état harmonieux, stable. Les sociétés dites primitives en particulier, ainsi que le montre Claude Lévi-Strauss, n'ont pas d'histoire. Francis Bacon, qui donc vécut à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, appelé l'immortel chancelier d'Angleterre par d'Alembert, qu'il admirait beaucoup, Francis Bacon donc est convaincu que l'homme a vocation de se perfectionner et d'accroître son pouvoir parce qu'il est soumis à Dieu pour participer à sa puissance. Il peut conquérir, dominer et transformer la nature. En 1605, il écrit « Du progrès et de la promotion des savoirs » dans lequel on lit par exemple « Pour les mathématiques, je ne relève aucune lacune, à ceci près que les hommes ne comprennent pas assez quel usage excellent les mathématiques pures peuvent avoir en ce qu'elles apportent remède et guérison à de nombreux défauts de l'esprit et des facultés intellectuelles. Car si l'esprit est trop obtus, elle l'aiguise. S'il a trop tendance à vagabonder, elle le fixe. S'il est trop plongé dans le sensible, elle le rend abstrait. Ainsi, il en est des mathématiques comme du tennis, qui est un jeu en lui-même sans utilité, mais qui est fort utile en tant qu'il rend l'œil rapide et le corps prêt à se plier à toutes sortes de postures. L'utilité qu'ont les mathématiques, de façon accessoire et latérale, a tout à fait autant de valeur que leur utilité principale et voulue. Quant aux mathématiques mixtes, on dirait aujourd'hui mathématiques appliquées, je me permettrai simplement cette prédiction. De plus nombreuses espèces de ces mathématiques ne peuvent manquer d'apparaître à mesure que la nature sera davantage découverte. Vous voyez que Bacon était en effet très lucide et ses prémonitions se sont révélées tout à fait exactes. Il a eu une influence considérable sur tous les philosophes du XVIIIe siècle, les encyclopédistes, mais aussi sur le développement de la philosophie positive dans le courant du XIXe siècle, et non seulement philosophie, mais aussi un certain nombre de courants, comme il y en a eu beaucoup, ce qu'on appelle les grands récits sociaux du XIXe siècle étant très généreux à cet égard. Alors, en matière d'idées, on peut passer à quelque chose de tout à fait important et bien antérieur, c'est la place qu'accordaient aux idéalités les penseurs grecs et leur sillage. Parmi les penseurs qui accordent une place primordiale aux idéalités, il faut évidemment citer Platon et Hegel qui auront l'un et l'autre un immense frayage. La doctrine des idées de Platon est qu'on peut dégager par la pensée la pureté absolue des essences derrière la réalisation particulière de chaque être. Platon se sert des notions mathématiques pour faire comprendre sa doctrine.
Aussi bien dois-tu savoir que les géomètres font usage de figures visibles et que sur ces figures, ils construisent des raisonnements, sans avoir dans l'esprit ces figures elles-mêmes, mais les figures parfaites dont celles-ci sont les images, raisonnant en vue du carré en lui-même, de sa diagonale en elle-même, mais non en vue de la diagonale qu'il trace. Et de même pour les autres figures. Celles qu'il façonne ou qu'il peigne, objets qui produisent des ombres ou qui se réfléchissent à la surface de l'eau, sont traités par eux comme des copies. Quand il cherche à voir les figures absolues, objets dont la vision ne doit être possible pour personne autrement que par le moyen de la pensée. Le but véritable de Platon est de justifier l'idée de justice au-dessus des justices partisanes. C'est le fameux livre 6 de la République qui est le cœur, la clé de voûte de l'ensemble de sa doctrine. Quant à Hegel, pourquoi faut-il le classer parmi les adeptes des idéalités bienveillantes? On saute là au début du XIXe siècle. Son apport principal vis-à-vis de Kant est de penser ce qui se passe lorsqu'un être nouveau apparaît. Une technique, une idée, une possibilité, un espoir, une crainte, etc. Hegel est un philosophe du devenir. Et il traite cette question selon une logique générale, la dialectique, qui est une loi de l'esprit, der Geist. Lorsqu'un être nouveau apparaît, sa seule présence fait une sorte d'ombre dans le monde existant, qui va évoluer en même temps que lui. C'est l'antithèse. Et finalement, sur le long terme, une sorte d'harmonie nouvelle va s'établir, ces deux opposés se sublimant en une ontologie nouvelle, la synthèse. Les deux exemples qui ont le plus compté politiquement par la suite, notamment pour Marx, sont la dialectique de la conscience et du désir et la dialectique du maître et de l'esclave, exposée dans la phénoménologie de l'esprit de 1807. Mais il y a un autre exemple en physique avec l'apparition de la théorie ondulatoire de la lumière, qui est essentiellement due à Fresnel au début du XIXe siècle, et celle de la théorie corpusculaire avec des traces plus anciennes, mais surtout une mise en forme avec Einstein et le photon. Et finalement, ces deux théories ont fusionné dans la dualité onde-corpuscule de la mécanique quantique. En histoire, cependant, les choses sont souvent plus complexes, plus divergentes que ne laisse penser la synthèse hegelienne. Au point qu'on lui a reproché son conformisme politique, son goût pour le pouvoir personnel, son admiration pour Napoléon. Mais plus généralement, d'autres penseurs ont depuis été réticents au sujet de l'infini. Vous avez sous les yeux ces fameuses gravures de Piranèse d'un architecte italien du XIXe siècle et qui représente donc des prisons imaginaires dans lesquelles, vous voyez, la lumière vient d'on ne sait pas très bien où et dont les couloirs, les appareils de torture, etc. se développent dans des espèces de ruines à l'infini. Je l'ai mis pour figurer l'infini dangereux. L'infini a suscité des craintes, on l'a associé au totalitarisme. Alors, on peut déjà noter une certaine méfiance de l'infini en Grèce déjà chez les Éléates. Vous connaissez ce dilemme entre le mouvement et sa description.
Si Achille va plus vite que la tortue et part quand la tortue est en A0, lorsqu'il sera en A0, la tortue sera en A1. Lorsqu'il sera en A1, la tortue sera en A2, etc. On a l'impression qu'il ne la dépassera jamais. Mais la critique de l'infini est beaucoup plus sérieuse chez les intuitionnistes au début du XXe siècle. C'est cette période trouble de l'histoire des mathématiques qui se situe entre ce qu'on appelle les deux crises des fondements, entre 1902 et 1930. En 1902, Bertrand Russell découvre une contradiction dans le système de Frege qui fondait toutes les mathématiques sur le concept clair d'ensemble, Menge en allemand. Cette contradiction ruine le souhait très ancien de trouver des bases philosophiquement simples pour les mathématiques. Ce souhait avait déjà été formulé par Pascal. La contradiction fait intervenir l'infini. On peut écrire dans le système de Frege l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas, l'ensemble des x tel que x n'appartient pas à x. Toutes les lettres dans le système de Frege désignent des ensembles. Et donc, cette proposition est parfaitement correcte. L'ensemble des x tel que x n'appartiennent pas à x, correct, dans le système de Frege. On peut dire ça rapidement sous la forme, c'est l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas. Si vous réfléchissez un peu à la signification de ce terme, vous voyez qu'il est contradictoire en lui-même. Je n'insiste pas. La seconde crise est celle de l'indécidabilité, qui s'attache au nom notamment de Church, de Gödel et de Turing. J'y reviendrai s'il y a des questions. La première crise fut surmontée par un système qu'on appelle le système des types dans les Principia Mathematica de Whitehead et Russell en 1910. Mais un courant se développa sous la conduite du mathématicien hollandais Luitzen-Brouwer pour dire que toutes les difficultés venaient du maniement de l'infini. C'est l'intuitionnisme. Pour les intuitionnistes, pour prouver qu'il existe x p de x, il ne suffit pas de montrer que non, il existe x p de x mène à une contradiction. Il faut trouver explicitement un x0 tel que p de x0 soit vrai. Il refuse le principe du tiers exclu pour les ensembles infinis. Alors, il y a un très joli exemple qui montre la pertinence de cette remarque. C'est l'exemple suivant. Est-il possible de trouver A et B qui sont irrationnels tels que A puissance B soit rationnel? C'est un exemple amusant et le raisonnement est le suivant. Choisissons pour A et B racine de 2. Racine de 2 est irrationnelle, donc A et B sont irrationnels. Si racine de 2 puissance racine de 2 est rationnelle, le problème est résolu, nous avons trouvé une solution. Si ce n'est pas le cas, élevons-le, ce nombre, à la puissance racine de 2 lui-même. Alors ça fait racine de 2 puissance racine de 2 à la puissance racine de 2. Alors ça fait racine de 2 à la puissance racine de 2 multiplié par racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 à la puissance 2. Et donc, ça fait racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Autrement dit, si racine de 2 puissance racine de 2 est irrationnelle, racine de 2 puissance racine de 2 à la puissance racine de 2 résout le problème. Et donc, nous pouvons répondre oui au problème. Il existe deux nombres irrationnels, tels A et B, tels que A puissance B est rationnel. Vous me suivez?
Le problème, c'est que cette méthode ne plaît pas aux intuitionnistes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quels sont les nombres A et B. On ne sait pas, par ce raisonnement-là, désigner A et B. Il faut les construire pour les intuitionnistes. Un autre exemple, un peu plus savant. Il y a une propriété, P de x, qui s'énonce ainsi. La suite des parties fractionnaires des nombres x puissance n est équirépartie sur l'intervalle 0,1. Et ça veut dire que si on prend un nombre positif, on l'élève à la puissance n et on prend son reste modulo 1, eh bien, ces restes, ça va faire une suite, quand n augmente, ça va faire une suite de points qui sont dans l'intervalle 0,1, et la propriété dit que cette suite va être équirépartie, ce qui signifie pour vous, intuitivement, qu'elle va faire progressivement un gris, les points vont faire un gris uniforme sur l'intervalle 0,1. Eh bien, cette propriété est vraie et démontrée pour presque tout x, c'est-à-dire pour tous les nombres positifs, sauf un ensemble dont la longueur est nulle. Le problème, c'est que aujourd'hui, encore aujourd'hui, on ne sait pas citer un seul nombre pour lequel la propriété est vraie. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est vraie pour presque tous les nombres, parce qu'un ensemble dont la longueur est nulle, c'est tout petit, mais on ne sait pas en citer un seul pour lequel elle est vraie. Donc vous voyez que les mathématiques classiques sont une méthode d'approche de la connaissance qui n'est pas constructive, et c'est ce que réclamaient les intuitionnistes. Pourquoi l'intuitionnisme ne s'est pas finalement imposé? Ça, c'est une question pour l'épistémologue, une question très intéressante. Et c'est parce que, finalement, on démontre moins de choses en intuitionnisme. Et aussi parce qu'on a, et pour une autre raison également, c'est qu'on a trouvé une traduction de l'intuitionnisme en logique classique, de sorte que les mathématiques intuitionnistes sont simplement une partie des mathématiques classiques, peut-on dire. Hilbert, le grand adversaire de Brouwer, dira « ôter la loi du tiers exclu aux mathématiciens équivaudrait à priver l'astronome de son télescope ou le boxeur de son poing. » Alors en philosophie, il y eut des oppositions encore plus vigoureuses aux idéalités. En premier lieu, c'est la position de Marx vis-à-vis de Hegel. Marx est un continuateur de Hegel, n'est-ce pas? Il accorde, comme Hegel, une place importante au travail des hommes pour fabriquer l'histoire. Mais il est anti-idéaliste. Il ne croit pas à l'esprit. Il pense que ce sont les conditions matérielles, économiques, concrètes qui seules comptent. Il écrit « Hegel est tombé dans l'illusion de concevoir le réel comme le résultat de la pensée, qui se concentre en elle-même, s'approfondit en elle-même, se meut par elle-même. Ma méthode est non seulement différente de celle de Hegel, elle en est le contraire direct. Pour Hegel, le processus de la pensée, qu'il transforme même sous le nom d'idée, est un sujet indépendant, est le démiurge de la réalité. Et la réalité ne constitue plus que son apparence extérieure. Pour moi, inversement, l'idéal n'est rien d'autre que le matériel traduit et transposé dans la tête humaine. C'est le matérialisme dialectique qui a eu une immense influence sur la vie politique et encore maintenant. Plus tard, au début du XXe siècle, le courant des néopositivistes est une autre réaction à l'idéalisme allemand. De Hegel, Schelling
au mysticisme de Kierkegaard, aux grandes fresques de Schopenhauer, de Nietzsche, etc., qui sont, elles, plus orientées vers la question de la connaissance scientifique. On le désigne aussi sous le nom de Cercle de Vienne. Ce courant a eu un manifeste qui éclaircit sa doctrine, énoncée par Moritz Schlick, qui est dans lequel on peut lire les slogans, si on veut, suivants. Si quelqu'un dit « Dieu existe » ou « Le fondement premier du monde est l'inconscient » ou encore « C'est une entéléchie qui forme le principe directeur des êtres vivants », nous ne lui disons pas « Ce que vous dites est faux », mais nous lui demandons « Que voulez-vous dire au juste à l'aide de ces énoncés ?» Alors il apparaît deux espèces d'énoncés. Les énoncés appartenant à la science empirique, dont on peut réduire la signification à celle des énoncés les plus simples concernant les données empiriques, et les autres énoncés, pareils à ceux qui viennent d'être cités, qui se révèlent vides de sens si on les entend à la manière des métaphysiciens. Les néopositivistes pensent que la science doit être faite exclusivement de procès-verbaux d'expérience et de règles de correspondance destinées à relier les notions de la théorie et les protocoles expérimentaux. Ce courant est très important parce étant à l'opposé des grandes théories abstraites, notamment des philosophies allemandes, il a eu un sillage qui porte encore aujourd'hui dans les aspects matérialistes du monde libéral dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'insuffisance de cette doctrine a été relevée par de nombreux auteurs dès le début du XXe siècle. Notamment, il faut citer Hélène Metzger, historienne des sciences, chimiste de sa discipline, Gaston Bachelard, philosophe, puis Karl Popper, Thomas Kuhn, Jean Hulmeau, etc. Le point faible est qu'il faut des idées pour faire avancer la théorie et il faut aussi des idées pour monter une expérience nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une initiative à prendre et cette initiative, elle est largement fondée sur des idées, des idéalités. Ces questions me font aborder maintenant le pragmatisme américain, qui est un mouvement de la même époque qui s'est développé aux États-Unis et qui a une influence considérable encore aujourd'hui. Les trois principaux fondateurs en sont Charles Peirce, qui est un logicien, John Dewey, qui est sociologue, et William James, qui est philosophe. Ces penseurs s'opposent aux idéalistes en s'appuyant sur le courant de l'utilitarisme, qui est un courant britannique dans le sillage de Bentham et surtout de John Stuart Mill. La thèse principale de l'utilitarisme, c'est qu'on n'a pas besoin de doctrine ou de grandes théories. Cela ne sert qu'à monter les uns contre les autres. Il y a assez de bon sens pour résoudre les questions utilitaires qui se posent concrètement. Il suffit que la société soit organisée de façon assez libre pour que chacun puisse faire valoir ses arguments et la vérité sera le point de vue qui résiste le mieux aux arguments formulés. Le pragmatisme va encore plus loin, en affirmant que seules comptent les possibilités d'action des gens. Alors que chez Kant, il distinguait la chose en soi, noumène, et les apparences, phénomènes, les pragmatistes disent que la chose en soi, on n'en a pas besoin. Ni d'ailleurs les apparences,
mais uniquement ce qu'on peut faire avec. C'est encore plus concret. C'est une doctrine très vivante encore actuellement, car elle est un des piliers idéologiques de l'économie libérale et du capitalisme. Les possibilités d'action, c'est le budget dont on dispose finalement. Je mentionne aussi parmi les anti-idéalistes Karl Popper, qui s'insurgea contre Platon et contre Marx en frappant de malédiction les idées générales qui ont des conséquences politiques, tout en menant lui-même un combat nettement politique en faveur du libéralisme sur la base d'un critère de séparation stricte entre science et non-science, aujourd'hui considéré comme une norme contestable. J'y reviendrai s'il y a des questions. Mais, au-delà de la bienveillance et des craintes qu'on peut avoir sur l'infini, il y a la question de la fécondité de l'idée d'infini. Le schéma que vous voyez vient d'un traité de perspective de la Renaissance. Par rapport à la représentation du Moyen-Âge, la nouveauté, c'est le point de fuite, qui est ici explicitement présent. Vous voyez que dans les représentations du Moyen-Âge, les parallèles restent parallèles. Avec la perspective, c'est le point de fuite qui est au fond est l'infini actuel, puisque ce sont là où les parallèles se rejoignent. Cette idée plaît tellement aux peintres qu'ils font même des fautes et font fuir toutes les parallèles à la ligne d'horizon, même si elles ne sont pas dans un plan horizontal. Vous remarquerez, on n'a pas le temps de regarder les détails, mais vous observerez souvent dans les peintures ou les boiseries de cette époque, de la Renaissance italienne, que effectivement les artistes font des fautes. Et puis les choses se sont perfectionnées et sont devenues plus rigoureuses par la suite. Alors il y a un point qui est intéressant au niveau de la fécondité de l'infini, c'est que, je voudrais vous faire réfléchir un peu sur cette remarque, c'est que les mathématiciens ne sont pas pragmatistes. On va prendre l'exemple des nombres réels. Si on adopte une attitude pragmatiste, ça consisterait à dire un nombre réel n'est pas autre chose qu'une suite de rationnels qui se rapprochent les uns des autres de plus en plus en restant dans un même intervalle. C'est ce qu'on appelle une suite de Cauchy. On n'a pas besoin de l'idéalité qui est la limite de cette suite pensée en elle-même. Il n'y a qu'à parler de suite de rationnels. On peut additionner des suites de rationnels, on peut, etc. Au fond, c'est un monde dans lequel il n'y a que les rationnels et des suites. Mais les mathématiciens ont supposé, au contraire, que ces limites étaient des candidats à être des nombres et ont dégagé certaines de leurs propriétés, dont la plus remarquable est que non seulement ils s'additionnent, ils se multiplient comme les rationnels, mais les suites qui ont la propriété ci-dessus, c'est-à-dire les suites dont les termes se rapprochent les uns des autres en restant dans un même intervalle, ce qu'on appelle des suites de Cauchy. Ces suites y convergent cette fois. L'ensemble des réels est complet. Il a donc des propriétés plus simples que celles de la situation initiale, ce qui, éventuellement, permettra des raisonnements plus efficaces. Et ça, ça a été d'une importance considérable dans le développement des mathématiques. Un des ressorts les plus puissants des mathématiques du XXe siècle est d'avoir transposé la même idée dans l'étude des fonctions. Les espaces fonctionnels complets
espace de Hilbert, espace de Banach, etc. On peut dire la même chose d'ailleurs des probabilités sigma additives, je répondrai s'il y a des questions. Ces espaces permettent d'étendre des propriétés démontrées sur des fonctions simples à des fonctions uniquement définies par des limites, comme par exemple les solutions d'équations différentielles résolues par approximation. On peut donc en tirer déjà une leçon philosophique. La réification permet une augmentation de la puissance du langage. Et les conséquences en mathématiques pures et appliquées ont été véritablement prodigieuses. La fécondité donc, mais il y a aussi la beauté de l'infini dont nous devons parler. Pascal, les deux infinis, ce texte est tout à fait important. Se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, l'homme tremblera dans la vue de ces merveilles. Et je crois que sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Pascal reste dans la pensée de l'infiniment grand et l'infiniment petit de l'espace à 3 dimensions usuelles. Mais il se trouve que je voudrais vous sensibiliser au fait que les mathématiciens ont inventé ou ont imaginé des infinis beaucoup plus grands que ceux auxquels Pascal pensait lui-même. C'est la prodigieuse construction des infinis de plus en plus grands, les nombres transfinis de Cantor. Je vais vous en dire quelques mots. C'est en considérant les sous-ensembles de l'intervalle 0,1 que Cantor fut mis sur la voie de la découverte des nombres transfinis. Si on considère un sous-ensemble grand A de 0,1, de l'intervalle 0,1, ces points d'accumulation, c'est-à-dire les points au voisinage desquels il y a une infinité de points de grand A, ces points d'accumulation forment un nouvel ensemble qu'on appelle l'ensemble dérivé, que nous allons noter dA. Et on peut ensuite considérer les points d'accumulation de dA, c'est-à-dire on trouvera l'ensemble dDA. On peut aussi itérer ce phénomène et aller jusqu'à l'ensemble dNA, donc ce seront les points d'accumulation de dn-1 de A, et ces ensembles ne sont pas forcément vides. On peut même considérer l'intersection de tous les dNA par rapport à n. Et dans certains cas, trouver un ensemble qui n'est pas vide et recommencer une seconde infinité de fois. Et parfois, ça n'est pas encore fini, etc. En étudiant la puissance des ensembles, c'est-à-dire le fait qu'il y ait ou non une bijection entre eux, Cantor montre que l'ensemble des parties d'un ensemble grand A, que on note en logique en général 2 puissance A, c'est une notation symbolique, cet ensemble est toujours strictement plus gros que l'ensemble A. On arrive donc à une hiérarchie des cardinaux transfinis. Le cardinal du dénombrable est noté habituellement Aleph 0, c'est le cardinal de l'ensemble des entiers. Le premier cardinal non dénombrable est noté Aleph 1, etc. L'ensemble des parties des nombres entiers est noté 2 puissance Aleph 0. C'est la puissance du continu.
C'est la puissance de l'intervalle 0,1 aussi bien que de la droite réelle. C'est strictement plus grand que Aleph 0 d'après le résultat de Cantor. Alors la question se pose de savoir si Aleph 1, c'est-à-dire le premier cardinal plus grand que Aleph 0, est-ce que ce Aleph 1 est égal à 2 puissance Aleph 0 ou bien est-ce qu'Aleph 1 est strictement plus petit que 2 puissance Aleph 0? Et la réponse est très intéressante, c'est qu'on ne sait pas. C'est l'hypothèse du continu. En fait, on sait pas mal de choses tout de même. Gödel a démontré en 1938 que si la théorie des ensembles est cohérente, et si on lui rajoute l'axiome Aleph 1 égale 2 puissance Aleph 0, alors c'est encore cohérent. C'est ce qu'on appelle un résultat de consistance relative. On ne peut pas démontrer que la théorie des ensembles est cohérente. Ou bien alors il faudrait qu'on dispose d'une théorie plus puissante. Mais, en revanche, on peut démontrer des résultats de consistance relative, c'est-à-dire que si on rajoute un axiome à la théorie des ensembles, on obtient une nouvelle théorie qui est encore cohérente si la première l'était. Ça, c'était en 1938, à l'aide d'une démonstration qui s'appelle fondée sur ce qu'on appelle les ensembles constructibles. Et en 1963, Paul Cohen a montré que si la théorie des ensembles est cohérente, c'est encore un résultat de consistance relative, eh bien on obtient encore une théorie cohérente en supposant qu'Aleph 1 est strictement plus petit que 2 puissance Aleph 0. On peut même supposer que 2 puissance Aleph 0 est aussi haut qu'on veut dans la hiérarchie des nombres transfinis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nombres réels, on ne sait pas très bien combien il y en a. La notion de nombre réel cache des difficultés extrêmement profondes. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque à propos de ce que Claude Allègre dit dans un livre, que les mathématiciens sont allés vers des choses loin de la réalité quand ils ont considéré les nombres complexes. C'est une remarque véritablement de quelqu'un qui ne connaît pas son sujet, parce que les nombres complexes, c'est très simple ontologiquement, c'est simplement deux nombres réels, c'est un couple de nombres avec une règle, avec des règles spéciales pour leur composition. Mais la vraie difficulté, c'est les nombres réels, contrairement à ce que pensait Claude Allègre. Parce que les nombres réels, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'un nombre réel, au fond, c'est une suite de 0 et de 1. Si vous les écrivez en base 2. Et la question, c'est toutes les suites de 0 et de 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tellement de façons de les écrire que si vous avez adopté une méthode pour en inventer, je serai toujours capable d'en trouver qui ne sont pas données par votre méthode. C'est donc une espèce d'ensemble fuyant. C'est pas du tout simple, comme peut penser les gens qui croient que les mathématiciens sont partis dans le délire quand ils ont abordé les nombres imaginaires. J'arrête sur ce point. Alors, à propos des découvertes faites par Cantor, Hilbert considérait que c'était effectivement le lieu des vraies mathématiques. Et en réponse aux attaques des intuitionnistes, dans l'article sur l'infini de 1925, Hilbert écrit « Aus dem Paradies, das uns Cantor geschaffen hat,
soll uns niemand vertreiben können. Nul ne doit pouvoir nous chasser du paradis cantorien. Alors je voudrais aborder maintenant des systèmes, des questions liées à des systèmes physiques plus récents et qui correspondent à des questions plus contemporaines. Donc ce que vous voyez, c'est le célèbre système de Lorentz, qui est un système dissipatif, facile à programmer. L'espèce d'arête de poisson qui monte, c'est la sensibilité aux conditions initiales. Elle croît exponentiellement, c'est une échelle logarithmique, n'est-ce pas? Alors ceci, le cadre pour parler philosophiquement, je dirais, de ces questions, c'est la grande querelle du vivant. Pendant environ un siècle, c'est-à-dire c'est toute la période d'environ 1875, c'est la date de la formule de Boltzmann, à 1975 et après, la question de savoir si les systèmes étudiés par la physique et les systèmes vivants sont les mêmes ou pas, cette question partage tous les penseurs. Y a-t-il une spécificité du vivant? Claude Bernard, positiviste, étudie les systèmes vivants en physicien. Mais il y a beaucoup d'arguments en faveur d'une différence de nature. Les plantes et les animaux sont composés souvent de molécules dissymétriques. Vous savez, en stéréochimie, c'est ces fameuses molécules qui ne sont pas égales à leur image dans un miroir. Et ces molécules dissymétriques qu'on ne rencontre pas naturellement dans le monde minéral. Ces molécules semblent avoir des probabilités très faibles d'apparition, d'où un conflit avec le second principe de la thermodynamique. Il y a donc comme une sorte d'opposition avec d'un côté les questions d'entropie, de mélange, de second principe de la thermodynamique, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait dire une sorte de complexité organisatrice des êtres vivants. De nombreux penseurs s'interrogent sur la spécificité du vivant. Bergson, notamment dans l'évolution créatrice, est un partisan de cette spécificité. Teilhard de Chardin, le phénomène humain, 1955. Est-ce que la mécanique statistique, la physique quantique, etc., éclairent cette frontière entre physique et biologie? Toutes apparences confondues, les auteurs religieux prennent plutôt parti pour une spécificité du vivant. Nous sommes encore très fortement marqués par cette pensée dualiste, qui a été le cadre accepté à l'époque de mes parents et de vos grands-parents. Et comment cette histoire s'est terminée? De façon très simple, curieusement. Dans les années 1960, paraissent les travaux de Prigogine sur les phénomènes hors de l'équilibre et les systèmes ouverts. Ils rejoignent les travaux des mathématiciens sur les systèmes dissipatifs. Ils ouvrent la bonne porte pour répondre à cette question. La thermodynamique des processus irréversibles a découvert que les flux qui traversent certains systèmes physico-chimiques et les éloignent de l'équilibre peuvent nourrir des phénomènes d'auto-organisation spontanée, des ruptures de symétrie, des évolutions vers une complexité et une diversité croissantes. Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance, 1979. C'est une synthèse fondamentale, un changement de perspective dont les conséquences sont majeures, même hors du champ de la physique. L'effacement de l'opposition
science-religion fondée sur les catégories du vivant et de l'inerte, va progressivement modifier et la religion et la science. Il s'agit d'un mouvement très lent, souterrain, mais sensible. Premièrement, la pratique religieuse est de plus en plus orientée vers la morale et moins sur les dogmes a priori. Deuxièmement, la science et la technique sont de plus en plus reconnues comme influencées par des forces politiques et économiques. On y reviendra s'il y a des questions. Et troisièmement, les problèmes d'environnement deviennent de plus en plus préoccupants. Parce qu'on se rend compte que, progressivement, de la finitude et de la fragilité de la biosphère, prise de conscience écologique. René Dumont, Jacques Ellul, André Gorz, Nicolas Georgescu-Roegen, Ulrich Beck, Hans Jonas, Barry Commoner, Denis Gabor, etc. Je cite certains de ces auteurs, de ces penseurs qui ont été des marqueurs de cette nouvelle préoccupation. Nous sommes des systèmes ouverts, la nature est un système ouvert et ce qui rentre, c'est le flux solaire et c'est qui passe à travers nous d'une certaine façon et dont nous sommes dépendants et nous sommes dépendants de sa finitude. L'ensemble des réserves fossiles ont été fabriquées par le flux solaire. Alors René Dumont, si je passe un peu en revue ses auteurs, René Dumont, c'est un ingénieur très dévoué à la cause de l'environnement et de la planète, qui se bagarre contre le gaspillage, contre la pollution, et qui s'est fait connaître parce qu'il a été candidat à la présidence de la République, ce qui lui a donné une estrade grand public pour sensibiliser les gens. Jacques Ellul, c'est un philosophe de la technique. Il considère que, notamment, la technique est emballée. Elle va dans une direction même que personne ne souhaite et elle crée en particulier énormément de déchets dont nous ne savons pas quoi faire. André Gorz est un peu dans la même ligne. André Gorz est plus sensible aux problèmes sociaux que introduisent les grandes différences entre les pays qui sont très développés et qui produisent énormément donc de CO2 dans l'atmosphère, de déchets et qui également détruisent beaucoup de nature et de biodiversité. Nicolas Georgescu-Roegen est un des premiers qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème très simple mais très grave, tout simplement de mélange. C'est ce qu'on appelle le problème de l'entropie. Lorsque, je donne juste un tout petit exemple, lorsque vous utilisez un dispositif, on peut essayer toujours lors de sa fin de vie, de recycler les parties métalliques et autres plastiques qui sont dans ce matériel. Mais il y a toujours une partie que vous ne pouvez pas récupérer. Par exemple, les pièces de monnaie, ça s'use. Les pièces de monnaie, ça s'use. Et donc une vieille pièce, on peut récupérer la pièce. Mais le métal qui a été usé, c'est-à-dire le métal qui a été usé, cette petite partie qui est en moins dans la pièce, elle est perdue parce qu'elle s'est mélangée avec d'autres choses. Et l'entropie, vous savez, l'entropie, c'est une propriété de mélange. Quand vous mettez de la peinture noire et de la peinture blanche, que vous battez, ça fait du gris. Après, c'est pas facile de retrouver le noir et de retrouver le blanc. Eh bien, c'est ça l'entropie. Ulrich Beck est celui qui a mis l'accent dans la société contemporaine sur les phénomènes de risque et le fait que la société prend des risques qui tombent sur les uns et sur les autres, pas forcément ceux qui ont pris l'initiative de ces risques. Et donc il y a comme une espèce non pas de marché du risque, mais on pourrait dire de force de risque en liaison avec l'innovation.
Hans Jonas est un philosophe, on pourrait dire, kantien, qui craint la folie des humains dans leur course aveugle, sans penser au risque de l'humanité elle-même. Barry Commoner est un naturaliste. Denis Gabor est un grand physicien, un des inventeurs de l'hologramme, qui a fait partie du Club de Rome. Le Club de Rome, en 1972, est un groupe de scientifiques qui ont montré que les ressources de la planète sont finies et qu'une exploitation exponentielle de ces ressources avait forcément une limite. C'est ce fameux rapport qui a été réactualisé en 2004 par Denis Meadows avec les différents scénarios où on voit toujours le même phénomène de overshoot puis collapse, c'est-à-dire qu'on a tiré trop haut et puis ensuite il y a un effondrement. Il est clair pour vous, il n'y a pas besoin de faire un schéma, que tous les développements à croissance constante, c'est-à-dire des développements exponentiels, sont voués à se heurter à un mur, tôt ou tard, c'est presque évident. Et pourtant, le rapport du Club de Rome a soulevé des oppositions majeures, notamment de la part de certains économistes comme Nordhaus, qui lui ont fait le reproche qu'il ne tenait pas compte de l'innovation. La question, c'est que depuis une quarantaine d'années s'est écoulée et qu'on voit bien que l'innovation ne va pas du tout dans le sens d'améliorer les rapports avec la planète, mais qu'elle va plutôt accélérer les phénomènes de destruction et les phénomènes de mélange, comme dont je parlais tout à l'heure. Alors, ceci se relie à une certaine vision de la science. La science fait appel à une certaine providence, telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Là, c'est une fresque de Tiepolo qui représente la noblesse et la vertu qui triomphent de l'ignorance. Autrement dit, la connaissance nous révèle les vertus morales en nous faisant comprendre l'harmonie du monde. Ça, c'est une vision très classique et très baconienne, n'est-ce pas ? Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est plus par l'intérieur d'un certain nombre d'exemples que la démarche classique du scientifique est très souvent de considérer que, a priori, lorsqu'on ne sait pas, on va considérer que le monde est harmonieux, plutôt que de considérer qu'il est bizarre, fortuit, on va considérer qu'il suit des règles. Un excellent exemple est le travail qu'a fait Johannes Kepler. Kepler est un scientifique tout à fait passionnant parce qu'il a écrit fidèlement l'ensemble des étapes qu'il a suivies. Et dans sa longue démarche qui l'a conduit aux 3 lois qui portent maintenant son nom, il eut comme première idée que les orbites des planètes pouvaient s'obtenir en les inscrivant successivement dans des polygones, plans, triangles, carrés. Puis il améliora ce schéma en considérant des sphères circonscrites à des polyèdres emboîtés centrés sur le Soleil. Il écrit « La Terre est la mesure de toutes les autres orbes. Circonscrit-lui un dodécaèdre, la sphère qui l'entoure est celle de Mars. Circonscrit à l'orbe de Mars un tétraèdre, la sphère qui l'entoure est Jupiter. À l'orbe de Jupiter circonscrit un cube, la sphère qui l'entoure est Saturne. Place maintenant dans l'orbe de la Terre un icosaèdre, la sphère qui lui est inscrite est Vénus. Et place dans l'orbe de Vénus un octaèdre, la sphère qui lui est inscrite est Mercure. Tu as là la raison du nombre des planètes. On n'en connaissait que 6 à l'époque. Uranus et Neptune n'étaient pas connus.
Quant à Pluton, vous savez que Pluton n'est plus considéré comme une planète aujourd'hui. Un peu après, Mersenne qui est un personnage du XVIIe siècle tout à fait intéressant, il joue un peu le rôle de plaque tournante, il écrit aux uns, il écrit aux autres. Mersenne et Kepler trouvent dans cette astronomie, en fait, des règles tout à fait harmonieuses. Après avoir énoncé les deux premières lois, c'est-à-dire que les planètes décrivent des ellipses dont un des foyers est sur le Soleil, Kepler élabore une véritable théorie musicale. Saturne et Jupiter, c'est la basse, Mars, le ténor, Vénus, le contralto et Mercure, le fausset. Cette théorie musicale est travaillée par le père Mersenne, qui finalement, il note, et ça on voit bien la tournure d'esprit de cette époque, il note quelques légères différences entre la musique et les lois célestes. Et comment traite-t-il cette difficulté ? Eh bien, il préconise que les musiciens changent leurs habitudes pour mieux suivre les lois du ciel. Maintenant, si on se place à la fin du XVIIIe siècle, l'exemple d'Euler est tout à fait intéressant également pour cette approche du monde harmonieux a priori. C'est ce que j'appelle la science-providence. C'est l'exemple des fonctions jusqu'à l'époque d'Euler. Le mode de pensée relatif aux fonctions, au XVIIe et au XVIIIe siècle, est très différent de ce que nous considérons aujourd'hui, et c'est révélateur d'une certaine façon de procéder dans la science. La familiarité avec les nombres complexes et la conviction qu'ils se maniaient avec les mêmes règles que les réels, comme un corps, dirions-nous aujourd'hui, ont conduit les auteurs tels que Newton, Mercator, Leibniz, jusqu'à Lagrange et Euler, à utiliser une sorte de méga-règle implicite, une sorte de principe de généralité de l'algèbre, qui les autorisait à considérer les expressions définies par des séries entières le plus souvent, indépendamment de leur convergence ou de leur divergence, comme des êtres en soi. Comme si une cohérence due aux règles de l'algèbre faisait que les séries de termes positifs divergentes, pensées comme fournissant des équivalents ou des ordres de grandeur des quantités infinies, permettaient d'étendre ce sens au cas d'arguments négatifs ou complexes. Ces auteurs fusionnent ce qui plus tard sera dissocié entre le concept de série formelle d'une part et celui d'application définie sur un certain domaine à valeur dans un autre domaine. Le fait est que beaucoup de formules remarquables sont découvertes de cette façon. Au début du XIXe siècle, Cauchy s'insurgera contre ces pratiques dans l'introduction de son cours d'analyse. On voit que les mathématiciens ont d'abord fait confiance à une supposée cohérence abstraite. Ce fut leur première façon de calculer avec les séries qui permettaient des découvertes de belles formules tout en se prêtant à des critiques et des débats interminables sur la validité des dites relations et sur les antériorités, comme la controverse des logarithmes entre Leibniz et Jean Bernoulli. Il semble qu'il y ait souvent chez les chercheurs une propension à l'abstrait et une croyance à une certaine harmonie dans le monde de l'esprit. En vérité, l'abstrait vient souvent avant le concret. Les analyses d'Émile Benveniste, le linguiste, relatives aux langues indo-européennes primitives, laissent penser que le processus a rarement été de prendre une désignation concrète pour en faire une notion abstraite, allant du nom de chaîne vers l'idée de solidité ou de fidélité.
mais au contraire, que la notion abstraite préexistante signifiant le solide, le ferme, a été reconnue dans la réalité, dans l'arbre en général, et dans les pays où il y en avait, dans le chêne en particulier. Les hommes sentent des entités abstraites et en reconnaissent des instances dans le monde qui les entourent. Et cette démarche a tendance à leur faire croire à une certaine cohérence, beauté, harmonie du monde qui au fond n'a de source que dans leur propre cohérence affective qu'ils ressentent fortement en tant qu'être sensibles. Le cas des organismes génétiquement modifiés et de la biologie moléculaire est très intéressant à ce sujet. Les arguments qui motivent les mouvements associatifs et politiques qui s'opposent aux OGM sont multiples. Celui qui justifie le mieux le recours à l'action politique est le monopole économique que s'attribuent les firmes sur les semences et les organismes modifiés par le système des brevets et la disproportion de moyens dans leur conflit juridique avec les tenants de méthodes plus ordinaires. Mais les risques, quels sont les risques? Les risques sont liés à la combinatoire chimique des nouvelles molécules. ADN, acides aminés, protéines, qui nous échappent et produisent éventuellement des poisons, des virus ou des bactéries prolifiques. C'est une question liée à ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte d'impasse fondée sur une providence a priori, la nature étant de résilience infinie et la nature étant faite plus ou moins pour l'homme a priori capable de recevoir tous ces faits et gestes quels qu'ils soient. On reviendra davantage sur ces questions si vous le souhaitez dans la discussion. Je vous remercie.